History Secrets. La méritocratie semble juste. Mais peut-être qu'elle ne l'a jamais été. Et c'est la partie la plus difficile à accepter. Parce que, toute notre vie, on nous apprend à croire le contraire. Que le talent, l'effort et le dévouement déterminent le succès. Que les meilleurs arrivent au sommet. Et que le système récompense ceux qui le méritent. Mais si cette logique était incomplète, ou pire, déformée. Pour comprendre cela, il faut remonter dans le temps. Bien avant les universités modernes. Bien avant les classements. Bien avant l'idée du meilleur élève. Au XVIIe siècle, en Angleterre, il y avait un conflit. Ce n'était pas seulement politique. C'était spirituel. D'un côté, le roi. De l'autre, des groupes qui croyaient en quelque chose de radical. Que l'individu pouvait accéder directement à Dieu. Sans intermédiaire sahel. Sans église. Sans autorité centrale. Ces groupes sont devenus connus sous le nom de dissidentiels. Et pour résoudre le conflit, une solution simple est apparue. Les envoyer ailleurs. Dans un endroit lointain. Un nouveau territoire. L'Amérique. Et c'est là que tout a commencé. Ces groupes portaient une croyance fondamentale. Pour comprendre Dieu, il fallait lire, interpréter, étudier. L'éducation n'était pas seulement importante. Elle était sacrée. Un devoir spirituel. Et c'est de ce besoin qu'est né Harvard. Pas comme une université moderne, mais comme un centre religieux. Un lieu pour former des ministres. Des personnes capables d'interpréter la Bible et de transmettre son message. Avec le temps, d'autres institutions sont apparues. Yale, Princeton, et ensemble, elles ont formé ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Ivy League. Mais quelque chose a changé au fil des siècles. À mesure que les États-Unis grandissaient, ils sont devenus moins religieux. Et ces institutions ont changé elles aussi. Elles ont cessé d'être des centres de formation spirituelle. Et sont devenues des clubs sociaux. Des espaces où l'élite se retrouvait. Où les enfants de familles riches créaient des connexions. Construisaient des alliances. Et consolidaient le pouvoir. L'apprentissage n'était pas la priorité. L'appartenance l'était. Pendant ce temps, un autre système se développait en parallèle. Les universités publiques, créées pour former des professionnels, ingénieurs, agriculteurs, militaires, des personnes qui feraient avancer l'économie. Ce modèle était fonctionnel. Et pendant longtemps, il a bien fonctionné. Chaque type d'institution avait son rôle. Mais alors quelque chose a commencé à changer. La science a pris de l'importance. La technologie a avancé. Et de nouvelles universités sont apparues avec un autre objectif. La recherche. La connaissance approfondie. La production scientifique. Les institutions comme l'Université de Chicago et Johns Hopkins ont commencé à attirer les esprits les plus brillants. Et cela a créé un problème. Les universités traditionnelles comme Harvard ont commencé à perdre en pertinence. Parce que la richesse ne garantissait pas l'intelligence. Et l'intelligence a commencé à se concentrer ailleurs. Si rien n'était fait, le centre du pouvoir changerait. Et Harvard ne pouvait pas permettre cela. C'est alors qu'une stratégie est apparue. Attirer les meilleurs étudiants du pays. Pas seulement les plus riches, mais les plus brillants. Et pour cela, ils ont créé un système. Un test. Une manière d'identifier les talents à grande échelle. Le SAT. L'idée semblait simple. Sélectionner les meilleurs sur la base des performances. Mais cela a créé un nouveau problème. Les enfants des familles traditionnelles ont commencé à perdre leur place. Parce qu'ils entraient désormais en compétition avec des étudiants très capables. Venus d'horizons différents. Et Harvard devait résoudre ce conflit. Alors une nouvelle solution est apparue. Plus complexe. Plus subjective. Plus difficile à contester. Un système qui ne reposait pas seulement sur les notes, mais sur quelque chose appelé le caractère. Le concept de caractère semble noble, mais en pratique, il a complètement changé la donne. Parce qu'à partir de ce moment, l'intelligence n'a plus suffi. Avoir de bonnes notes ne garantissait plus l'admission. La performance académique n'était plus décisive. Quelque chose de plus a commencé à être évalué. Quelque chose de moins clair, moins objectif. Et justement pour cela, plus puissant.
Le système a cessé d'être basé uniquement sur des chiffres. Et il est devenu interprétatif. Maintenant, au-delà des notes, d'autres éléments comptaient. Activités extrascolaires, lettres de recommandation, parcours personnel. Et surtout, la manière dont vous vous présentiez. Ce que vous sembliez être. Cela a créé un nouveau type d'évaluation. Une évaluation subjective. Où il n'existe pas de réponse correcte, et où les critères ne sont pas totalement révélés. Vous ne savez pas exactement ce qui est analysé, ni pourquoi, et ce n'est pas une erreur du système. C'est une caractéristique. Deux idées ont commencé à soutenir ce modèle. La première est le secret. L'université n'a pas besoin d'expliquer pourquoi elle vous a accepté, ni pourquoi elle vous a refusé. Elle décide simplement. Point. La seconde est la discrétion. Autrement dit, une liberté totale de choix. Même si vous êtes le meilleur étudiant du monde, cela ne garantit rien. Si l'institution ne vous veut pas, elle ne vous veut pas. Et elle n'a pas à se justifier. Ce type de système change complètement la logique de la méritocratie. Parce que le mérite cesse d'être mesurable et devient interprété. Il ne s'agit pas seulement de performance, mais d'adéquation, d'intérêt institutionnel, de stratégie. Et ici surgit une question centrale. Que signifie pour ces institutions le meilleur étudiant? La réponse n'est pas évidente. Et souvent, elle n'a pas de lien direct avec l'intelligence. Imaginez 4 candidats. Un génie des mathématiques. Un athlète d'élite. Le meilleur élève en termes de notes. Et quelqu'un issu d'une famille avec des générations au sein de la même université. Qui serait choisi? La réponse révèle bien plus sur le système que sur les élèves. Parce que, dans ce contexte, l'objectif n'est pas d'éduquer le plus intelligent, ni le plus dévoué. L'objectif est différent. Sélectionner celui qui a le plus de probabilité de réussir dans le monde. Et réussir ici ne signifie pas connaissance. Cela signifie impact, visibilité, pouvoir. Cela explique des choix qui semblent irrationnels. Pourquoi quelqu'un de moins préparé académiquement est-il accepté? Pourquoi quelqu'un avec des performances parfaites est-il rejeté? Parce que le critère n'est pas linéaire. Il est stratégique. Ces institutions fonctionnent comme des investisseurs. Elles ne veulent pas de sécurité. Elles veulent un rendement maximal. Même si cela implique du risque. Même si cela signifie accepter des personnes imprévisibles. C'est comme choisir entre 2 investissements. Un sûr avec un rendement stable, et un autre incertain, mais avec un potentiel de croissance exponentielle. Le choix, dans ce système, est clair. Toujours le risque. Parce que l'objectif n'est pas de garantir la stabilité. C'est de créer des exceptions. Des personnes qui deviennent des références. Qui transforment des secteurs. Qui apparaissent. Qui font circuler le nom de l'institution dans le monde. Et cela explique quelque chose de fondamental. Ces universités ne forment pas seulement des étudiants. Elles construisent une réputation. Et pour cela, elles n'ont pas besoin que tout le monde réussisse. Elles ont besoin de quelques-uns. Très peu. Mais extrêmement visibles. Parce que ce sont ces quelques-uns qui définissent l'image. Et soutiennent le prestige. Tout le reste disparaît, n'est pas retenu, n'est pas cité, n'entre pas dans le récit. Cela crée un système curieux, où l'échec n'est pas un problème, tant qu'il existe quelques succès extraordinaires. Et cela nous mène à une conclusion importante. Le système n'est pas conçu pour être juste. Il est conçu pour être efficace, dans un objectif spécifique. Mais cet objectif n'est pas nécessairement le développement humain, ni l'équilibre, ni le bien-être. C'est autre chose. Quelque chose de plus proche de la stratégie, du positionnement, du pouvoir. Et c'est à ce moment que la méritocratie commence à révéler sa contradiction. Parce que, en même temps qu'elle promet l'égalité des chances, elle fonctionne avec des critères qui ne sont pas transparentiels, ni universels, ni neutres. Et alors une nouvelle question surgit. Si le système sélectionne sur la base du potentiel, comment ce potentiel est-il reconnu? Que cherchent exactement ces institutions? Et pourquoi certains profils sont-ils autant valorisés? La réponse se trouve moins dans les résultats,
et plus dans la psychologie. Lorsque ce modèle s'étend, il cesse d'être un système éducatif. Il devient une logique du monde. Ce qui était auparavant un critère de sélection devient un mode de vie. Les mêmes caractéristiques valorisées dans les universités commencent à être exigées partout. Au travail, dans les affaires, en politique, même dans les relations personnelles. L'idée de méritocratie se renforce, mais pas comme un principe simple, plutôt comme une structure complexe, qui récompense non seulement le talent, mais l'intensité psychologique. Et cela crée une distorsion, parce que le système ne récompense pas seulement ceux qui sont capables. Il récompense ceux qui supportent le plus de pression, ceux qui tolèrent le plus d'insécurité, ceux qui continuent même quand ils devraient s'arrêter. Ces personnes montent, prennent des positions de leadership, prennent des décisions, définissent des directions, et, sans s'en rendre compte, reproduisent le même modèle qui les a formés. Le monde commence à refléter cette logique. Des environnements de plus en plus compétitifs, des attentes de plus en plus élevées, et une sensation constante d'insuffisance. Rien ne semble suffisant. Jamais. Parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur, plus rapide, plus productif, plus performant. Cela génère une tension permanente, une sorte d'anxiété structurelle, qui ne dépend pas d'une situation spécifique, mais du système dans son ensemble. Et alors quelque chose de plus profond se produit. La valeur humaine commence à être conditionnée, non pas parce que la personne était, mais parce qu'elle produit, parce qu'elle accomplit, parce qu'elle démontre. Cela affecte la manière dont les gens se voient, et aussi la manière dont ils voient les autres. Les relations commencent à être influencées par la performance. Les comparaisons deviennent inévitables. Et le repos commence à sembler être une erreur. Parce que, dans cette logique, s'arrêter signifie perdre du terrain. Et perdre du terrain signifie perdre de la valeur. C'est le point où le système cesse d'être seulement sélectif et devient formatif. Il ne choisit pas seulement des personnes. Il façonne des comportements, définit des priorités et établit ce qui est considéré comme du succès. Mais il y a un coût qui apparaît rarement dans les métriques. Il n'est pas dans les classements, ni dans les salaires, ni dans les statistiques. Il se trouve dans l'expérience intérieure, dans le sentiment de ne jamais être suffisant, dans la difficulté à ressentir de la satisfaction, dans le besoin constant de prouver quelque chose, même quand il n'y a plus rien à prouver. Et cela soulève une question fondamentale. Si le système génère des résultats extraordinaires, mais produit aussi une souffrance silencieuse, fonctionne-t-il vraiment? Ou donne-t-il seulement l'impression de fonctionner? Peut-être que le problème ne réside pas dans l'idée du mérite, mais dans la manière dont il a été structuré, dans la manière dont il a été amplifié, et dans le type de comportement qu'il a commencé à valoriser. Parce qu'avec le temps, la méritocratie a cessé d'être seulement un principe, et est devenu un mécanisme qui sélectionne, qui façonne, et qui se reproduit. Et, en faisant cela, elle crée un cycle difficile à interrompre. Les parents éduquent leurs enfants dans cette logique. Les écoles renforcent. Les universités intensifient. Et le monde absorbe. Alors la question finale n'est pas simple. Il ne s'agit pas de rejeter ou d'accepter le système, mais de le comprendre, de voir comment il fonctionne, et de reconnaître ses conséquences. Parce qu'au final, nous ne formons pas seulement des personnes qui réussissent. Nous définissons le type d'humanité que nous voulons construire. Chaque découverte historique révèle de nouveaux indices, mais soulève aussi de nouvelles questions. Car lorsqu'il s'agit du passé, il y a toujours quelque chose que nous ne comprenons pas encore. History secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.